À la frontière du bassin d'Arcachon et de l'océan Atlantique, entre la pointe du Cap Ferret et la dune du Pilat, la nature déplace des masses de sable et d'eau démesurées. À marée descendante, les passes peuvent avoir la violence d'un fleuve qui se jette dans l'océan. Le tout est accentué par la présence des bancs de sable du mont d'Arga. Ouais, c'est ma fort. Ouais, bonjour, là je vous présente pour sortir. Comment est l'état de la passe, la nord ou la sud? C'est pas si mieux, mais spontanément, praticable déjà en la sud. Ouais, ça brise sur les bancs. Ces bateaux partent en mer pour 5 ou 6 jours. Mais avant d'atteindre les lieux de pêche, Vincent Baudin et les autres marins d'Arcachon n'ont pas le choix. Il faut franchir ces passes. Je me réveille couramment, j'écoute et puis je commence à angoisser, quoi. Au début, j'ai cru que ça me faisait que ça à moi, mais je demandais à des gens qui ont déjà fait naufrage aux passes, puis des vieux de la vieille, quoi, qui ont 30 ans de navigation. Ils m'ont dit, t'inquiète pas, petit, c'est pour tout le monde pareil. Hein. On a tous, on redoute tous cet endroit parce que c'est inimaginable comme ça peut être dangereux. Et puis, ça peut être calme un jour, dangereux le lendemain, mais plus que dangereux, mortel. La violence du courant empêche tout balisage définitif. Les bateaux qui entrent et qui sortent doivent composer avec le déplacement des bancs de sable. Contre toute logique, ils sont contraints quelquefois de ne pas respecter les bouées du chenal. Il est encore dans le chenal du bassin. La passe est après la dune du Pilat. Là, il va prendre la passe sud. Et ici, là, on a la passe nord, là, à droite. Hein. Là, c'est bien là, pour sortir pour lui. Là, la passe, elle est bien. Hein. Ça brise pas, rien. Il n'y a aucun danger, là. Il y a des jours, c'est impraticable. Hein. C'est même très dangereux. Hein. Toute la passe sud, c'est rebouché, les bancs de sable montées. Sûrement qu'il y aura des accidents hein, encore dans les passes. Hein. Même par autant, quand il y a une grosse houle de fond, il y a des grosses rentrées de mer de fond qu'on appelle. Il y a des vagues 4-5 mètres, même par vent d'est au beau temps. Hein. Et là, c'est très, très dangereux. Hein. Cet endroit qui fait peur, ce lieu redouté qu'évoque Éric Lucine, se trouve le long des plages de l'Atlantique, à la sortie du bassin d'Arcachon. Enfant de la vague, Éric Lucine est le benjamin d'une famille de pêcheurs. Il est né ici, sur la pointe du Cap Ferret, tout au bout, face à l'océan, sur cette langue de sable qui sépare le calme du bassin d'Arcachon de la violence des vagues de l'Atlantique. La topographie des passes est changeante. Il y a un siècle et demi, leur tracé était complètement différent. Juste avant ces passes, un autre monde qui semble étranger à l'océan, comme si ce dernier n'existait pas. C'est celui des ostréiculteurs du mont d'Arga. À marée basse, sur ces hauts fonds dominés par la dune du Pilat, naissent des déferlantes qui, par mauvais temps, rendent les passes infranchissables. Le bateau d'Éric Lucine ne ressemble à aucun autre. On est bien loin de la pinasse traditionnelle. Grâce à la puissance de ses moteurs, il sillonne les vagues pour traquer les bancs de poissons. Dans les brisants, on prend que du bar moucheté, des dorades quelquefois, regarde. Principalement, c'est du bar. Il vient s'oxygéner, chasser, il vient manger les anchois. C'est la hauteur de la vague qui rythme la vie d'Éric Lucine. Dès que la houle dépasse 2,50 m, dévider le filet à plus de 20 nœuds dans les brisants devient périlleux. Pour chasser et traquer le poisson, Éric choisit le meilleur endroit. Pour cela, il guette le moindre signe, un vol d'oiseau, un changement dans la couleur de l'eau.
faut s'approcher dans les brisants, c'est un peu fort là pour y aller. C'est pas dangereux, non? Ah si, justement c'est dangereux là. Enfin, si on rentre devant dans les grosses, oui. À la côte. Mais on va essayer de donner un coup de filet sur un endroit qui est à l'abri un peu là. On le voit pas bien là. Quel est le risque là? Ah, de chavirer. Enfin, quand on va trop dans les gros paquets, on risque de chavirer. Hein. Ça t'est déjà arrivé? Non, non. Je touche du bois, mais faire très attention. Ou prendre la vague de face ou de cul à la mer, on fait jamais de côté. Quoi, et surtout essayer de ne pas se mettre les filets dans l'hélice. Alors là, si on a plus de... Si on se prend les filets dans l'hélice, c'est foutu quoi. Ah, ça va bouiller un peu. Attention. Souvent, quand les eaux sont claires, on cherche le poisson en vue. On trace la côte, on voit des brisants, on regarde au fond si on va passer le poisson. Et on voit le banc, on le tourne à fond. Pour Eric, cette pêche-là ne s'apprend pas. On a ça dans le sang. Il faut être né au pays des vagues pour chasser le bar au cœur des brisants. Cette passion des vagues et de la mer, Eric la tient de son père, qui lançait déjà ses filets dans les remous des déferlantes de la côte atlantique. Ces gestes qu'il répète depuis longtemps, il n'est pas prêt de les abandonner, même si les eaux calmes du bassin lui tendent les bras. Chaque matin, il se lève à 6 heures, et chaque matin, selon un rite immuable, il va sur la plage, scruter la vague, avant de prendre la mer. Mais quelquefois, la tentation est trop grande. Et là, c'est avec sa planche de surf. Vu qu'il est né sur la presqu'île au Cap Ferret, je pense qu'il a été en contact en permanence avec l'océan, tout le temps en contact avec les vagues, puis leur manière de pêcher, c'est dans les brisants, ils sont en permanence en contact avec la mer, donc je pense que c'est tout à fait normal qu'ils soient venus au surf. Vous avez l'impression qu'il prend la vague avec le bateau comme avec la planche? Exactement pareil, on dirait qu'en fait il surfe la vague, quoi. C'est exactement pareil. Bon, le problème c'est que c'est un bateau et que c'est beaucoup plus dangereux. Et vous l'avez vu pêcher ici devant vous là? Oui, des fois, oui. Ça nous arrive qu'en fait on fait une session de surf et il est là juste à côté de nous et il nous dit bonjour. Enfin, c'est familial quoi, c'est bien. En jouant sur ses deux moteurs, il vient de pointer les trappes du Puma, son bateau, vers la plage, cap sur les déferlantes. À plus de 20 nœuds, la coque rouge dévale les vagues avant de décrire une sorte d'arc de cercle. La chasse est lancée. Aujourd'hui, les vagues ne dépassent pas les 2,50 m, hauteur fatidique, au-delà de laquelle pêcher à moins de 100 mètres de la côte serait trop dangereux. La météo se veut clémente. Toutes les conditions sont au rendez-vous, mer est calme, courant faible,
vent d'est modéré. Ce jour-là, c'est à 2 bateaux que se fera la pêche. Les 2 filets sont réunis avant d'être dévidés à pleine vitesse dans les brisants. La manœuvre s'est déroulée très vite, le temps de jeter les 600 mètres du filet qui seront laissés à la dérive pendant 5 minutes. Si cette première opération implique une surveillance de la mer et du filet de tous les instants, elle n'est rien comparée à la seconde manœuvre, la remontée du poisson. Là, tout peut arriver. Avant, les 2 marins travaillent sans protection. Pas de filière, pas de harnais, pas le moindre bout pour s'amarrer. Cela risquerait de gêner la remontée du filet. Il faut juger les vagues et calculer celles qui vont éclater à bord ou mourir sur la plage. C'est bon, c'est bon. Équipier des frères Lucine, François pratique cette pêche depuis plusieurs années. Il en connaît aussi tous les risques et se méfie de cette vague imprévisible qui peut surgir à tout instant. Quand le père d'Éric et Jean-René est tombé à l'eau, on a pris une grosse vague sur le bateau quand on était en train de relever le filet. Il a été éjecté du bateau ainsi qu'un autre marin qui était avec nous à cette époque. Et il s'est vraiment noyé. On a été obligé d'appeler l'hélicoptère pour venir le récupérer. Il a passé 15 jours à l'hôpital. Oui. On a eu des moments où effectivement, on s'est fait peur, oui. Sur la côte atlantique, moi je connais pratiquement que depuis des années qu'ils font ça, de père en fils. Moi à mon avis, bon, c'est un métier, il n'y a que qui peuvent le faire parce qu'ils connaissent très bien la mer. En particulier le jeune, le blond, là, Eric, bon, il est toujours dans les vagues avec son surf, il connaît parfaitement la mer. Quand il vous dit une vague, elle va casser là ou casser là, il ne se trompe jamais. C'est vraiment des types sensationnels. Ils prennent tellement de risques pour gagner leur vie que bon, on dit qu'ils sont barjots. Mais non, je crois que non, ils ne sont pas plus barjots qu'un pilote automobile ou quelqu'un d'autre qui fait un métier à risque. C'est un métier à risque. Bon, ils ont un peu plus de risques que les autres. Je vous dis, comme ils pêchent dans les coups de mer, dans les brisants, ils ont un peu plus de risques. Mais non, moi je ne crois pas qu'ils soient barjots là. Didi, tombe pas l'eau! Comme toutes les pêches, cette façon de poursuivre le bar le long des plages de l'Atlantique a ses bons et ses mauvais jours. Quelquefois, c'est 10, 12, jusqu'à 15 coups de filet qu'il faut lancer dans les vagues, pour rien, avant de pouvoir remonter des poissons.
La pointe du Cap Ferret est attaquée sur tous les fronts. D'un côté, elle subit la puissance des courants de la passe, de l'autre, elle prend de plein fouet les tempêtes de l'Atlantique. Dans ces conditions de mer, le canot de sauvetage, le Gemma, est l'un des rares bateaux capables de porter assistance aux navires en difficulté. En liaison avec le sémaphore du Cap Ferret, il veille sur la sécurité des passes. Pour sortir, c'est limite. C'est limite car il y a des vagues qui sont assez grasses. Et s'il faut insister, on va insister, mais c'est limite. On risque à casser du matériel, et encore le matériel. C'est pas trop méchant, mais il y a des personnes à bord et il faut quand même respecter ces vagues-là qui sont épaisses. Les pêcheurs peuvent rentrer, mais il y a un gros problème, ça déferle constamment. Pour un bateau de pêche qui ne marche pas très vite, il risque d'être rattrapé par des déferlantes. Et là, s'il est rattrapé des déferlantes, bien sûr, il risque d'avoir de très gros problèmes. Et nous, avec notre bateau, ce qui nous sauve, c'est la vitesse. On arrive à s'échapper devant la vague, mais il y a des risques. C'est les vagues qui font, je sais pas moi, quand elles déferlent, elles font 3 mètres, 50 peut-être, alors, ça fait beaucoup. Et s'il y en a une qui vous tombe dessus, avec la force qu'elles ont, elles pulvérisent le bateau. Là. Comme aujourd'hui, là, par exemple, s'il y a des bateaux qui sont en pêche, s'ils nous demandent notre avis, avec nos collègues du sémaphore, on juge l'état de la mer et si c'est praticable ou pas. C'est la météo qui décide vraiment. Alors, lorsque le bateau doit rester au mouillage, Eric ne peut s'empêcher de reprendre le chemin de la plage. Là, c'est cuit là pour aujourd'hui. Il y a la houle de fond, ça fait beaucoup de chutes de courant, il n'y a pas moyen de pêcher là. Comme le temps est mauvais pour la pêche en mer, Eric et son frère cherchent en bord de plage un autre poisson, le mule. Ils appellent cela la pêche de rechange. Là, comme on ne peut pas pêcher à l'océan avec le bateau, dans les briseurs, mais on se reporte sur cette pêche. Et s'il y a trop de mer pour là, on va chasser ou on va rouger. On fait ce qu'on peut. Faut monter vite avec la chute. On va comprendre les apports. Cône vert, hein. Oh. Pour les marins pêcheurs du bassin d'Arcachon, le danger est double. Au mauvais temps s'ajoutent ces déferlantes qu'il faut franchir au retour, coûte que coûte. C'est le prix à payer pour vendre sa pêche.
Redoutable, imprévisible, meurtrière, autant d'adjectifs qui reviennent le plus souvent quand les marins évoquent ce passage obligé. Les passes nord et sud sont les deux seuls endroits qui permettent de gagner l'océan ou au contraire de retrouver le calme du bassin d'Arcachon. Un Jim. Au petit matin, la tempête s'est calmée. Mais la houle reste forte. Pour Eric Lucine et son équipage, la journée s'annonce difficile. C'est un peu moins qu'hier. Ouais, du vent sud-ouest, pas très bon. Quand il fait du surf, Eric cherche la plus grosse vague. Mais quand il pêche, c'est tout le contraire. À moins de 50 mètres de la plage, il attend l'accalmie pour relever le filet. Attention à tes pieds, attention à tes pieds. Tiens-toi avec la caméra. C'est bon. C'est bon, hein? C'est bon. Pas de problème. C'est mieux, filet? À la remontée du filet, la prise d'un bar de 7 kg est un bon signe. Dans ces conditions météo un peu limites en bord de plage, il ne faut pas que le filet se prenne dans l'hélice, qu'une panne de moteur survienne, ou qu'une vague remplisse la cabine, ou alors c'est le chavirage assuré. Là, il y en arrive, là. Ils sont mous là. Tu vois encore quelque chose? Pas trop mal, 150 kg, on n'a pas encore fini de lever, mais ça ne faut pas se plaindre. Il y avait un petit banc de barre dessous là, dans les brisants. Fais attention à la mer parce que bon, on ne peut pas poser là où on veut. Fais attention que le filet ça n'arrive pas à terre, et puis surtout pas se le mettre dans l'hélice. Aujourd'hui là, parce que c'est mieux, bien. Eric Lucine n'est pas du genre à se plaindre et à se lamenter. Il prend la vague comme elle vient et il aime trop les brisants de l'Atlantique pour imaginer un jour devoir leur tourner le dos.